bien, rebonsoir mes très chers enchanteurs. Donc nous sommes en direct, bien évidemment, nous sommes le samedi 6 septembre en direct sur radiofantasia.fr pour la toute première émission donc de Psyché Occulte. Et je suis en compagnie donc d'Elisabeth Horowitz. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Alina et bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Écoutez, c'est nous qui vous remercions très sincèrement. J'ai découvert votre livre grâce aux éditions Très Daniel et vous êtes donc une des spécialistes autour du sujet que l'on va aborder ce soir qui est donc la psychogénéalogie et la transgénéalogie. Et vous avez sorti un livre il y a quelques mois maintenant de ça qui parle justement de son corps relié à la généalogie. Comment l'histoire familiale influence notre santé et notre ADN et comment guérir. Donc c'est un livre qui fait 280 pages et qui est passionnant. Je l'ai dévoré pendant tout l'été pour vous dire les enchanteurs. Et là je suis vraiment très touchée et émue de vous avoir avec nous pour cette émission. Cette toute première chez nous, puisque c'est la première fois qu'on ouvre les portes autour de ce type de sujet. Donc avant qu'on ouvre les portes autour de cette thématique, très chère Elisabeth, j'avais un petit peu envie que vous vous présentiez auprès des auditeurs qui comprennent un petit peu qui vous êtes, votre histoire, votre parcours, comment effectivement vous avez aussi eu l'idée de sortir ce type de livre, comment vous êtes entré autour de l'univers de la psychogénéalogie, puisque vous êtes thérapeute de métier, bien évidemment. Oui, alors j'ai découvert un petit peu par hasard la psychogénéalogie. Enfin, à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. C'était de la thérapie transgénérationnelle. Je l'ai découvert il y a 40 ans, en fait, quand j'étais à l'université. Je suis tombée un peu par hasard sur un article, je crois que c'était une traduction américaine d'un ouvrage qui parlait donc de l'influence de notre famille sur notre destinée personnelle, c'est-à-dire depuis nos arrière-grands-parents, nos 4 grands-parents, les oncles et tantes, nos parents. En fait, comment le groupe familial en fait était susceptible de nous influencer. J'ai lu cet article, donc encore une fois, j'étais à l'université, c'était au début des années 80. Et je me suis dit, mais c'est très, très intéressant. Bon, bien sûr, quand j'étudiais, j'étais à Bordeaux 3 à l'époque, à l'université, il n'y avait pas d'unité de valeur qui était consacrée au transgénérationnel. Loin de là, il n'y en a toujours pas d'ailleurs, je crois. Mais voilà, c'est pour dire que ça date de 4 décennies et que j'ai eu donc le déclic en lisant cet article. Et puis après, une fois mes études terminées, j'ai eu un cabinet de consultation pendant 10 ans à Paris, voilà, où je recevais donc des personnes avec toutes sortes de difficultés, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de couple, donc des problèmes sentimentaux, mais aussi donc, voilà, toutes sortes de problèmes, le travail parfois, voilà. Donc, en fait, ce que je faisais dès la première séance, c'est que je leur demandais des informations sur leur histoire familiale, partant du principe, en fait, que les problèmes qu'on rencontre, surtout lorsqu'on est jeune, ne sont pas de notre fait, mais sont la plupart du temps un héritage donc familial. Et donc je leur demandais dès la première séance de me dire en fait, parce qu'ils savaient de leur branche maternelle, de leur branche paternelle, au moins jusqu'aux grands-parents. Voilà, en remontant jusqu'aux 4 grands-parents, c'est pas si loin. Et puis, avec les dates de naissance, les métiers, tous les événements importants, en fait, les fratries, l'ordre de naissance, les écarts d'âge, voilà, pourquoi on s'était mariés, comment on s'était rencontrés, enfin, toutes sortes d'informations. Et là, je me suis rendu compte que la plupart du temps, on ne savait pas grand-chose en fait sur l'histoire de notre famille, et moi inclus, je ne savais pas grand-chose de l'histoire de la mienne. Voilà un petit peu comment tout a commencé. D'accord, ça a l'air passionnant. Moi, je vous le dis, les enchanteurs. Alors, je me suis permise de laisser le lien sur le chat. On a des auditeurs sur le chat, on leur fait plein de gros bisous. Donc, si jamais les enchanteurs qui nous écoutent ce soir veulent un petit peu savoir un petit peu plus sur Elisabeth, elle a un site officiel. Donc, Elisabeth, le petit tiré du 6, horowitz.fr. Donc, dans lequel, effectivement, on retrouve vos conférences, vos formations, parce que vous proposez aussi des formations. Oui. Voilà. Donc, si jamais les enchanteurs veulent visiter le site, il n'y a aucun problème. Donc, tout commence effectivement par votre propre recherche personnelle également sur votre passé.
Et Oui. donc, comment tout ça s'opère dans votre cœur? Vous dites par où je dois passer pour connaître tout ça, parce qu'il y a de la psycho, bien évidemment, dans Mm. le cœur de votre métier, mais c'est aussi, parce que j'ai cru comprendre aussi que vous étiez attaché au symbolisme, au chamanisme également. Donc, comment tout ça, en fait, s'opère et comment vous arrivez, au fil du temps, à réussir à déceler des clés pour nous permettre, effectivement, de connaître et de comprendre, eh bien, déjà notre passé, hein, Mhm. tout ce qui est Mhm. relié à la généalogie et la psychogénéalogie. Oui, alors effectivement, bon, à titre personnel, je me suis intéressée à pas mal de sujets dès mon adolescence. Je commençais par l'astrologie. Je l'ai même enseigné à un moment donné, bien avant de m'intéresser à la psychologie. J'ai fait du tarot de Marseille. Je me suis intéressée d'assez près à l'ésotérisme, en fait. Mais c'était pas l'objet de mon travail, c'était davantage pour mes loisirs. Mais c'est vrai que c'est un enrichissement personnel dans tous les cas. Donc, bon, la psychologie, c'est autre chose. Effectivement, la psychogénéalogie, en plus, donc, fusionne en fait deux disciplines. D'un côté, la généalogie, sans remonter très très loin, hein. On va remonter jusqu'aux arrière-grands-parents maximum dans la thérapie, c'est-à-dire à peu près une centaine d'années avant soi. Et puis de notre côté, on a la psychologie, c'est-à-dire la compréhension des mécanismes de transmission entre les générations et également l'étude de notre enfance, parce que tout commence là en fait. Comment et pourquoi nos parents nous ont conçus? Est-ce qu'ils étaient contents à notre naissance, de par notre genre déjà, garçon ou fille, le prénom qu'ils nous ont donné? En référence de quoi? En référence de qui? Voilà. Notre place dans la fratrie, notre ordre de naissance. Est-ce que nous sommes l'aîné, le deuxième, le troisième? Est-ce qu'on est né après un enfant qui serait décédé à la naissance? Est-ce qu'on est un enfant de remplacement? Vous voyez, il y a toutes sortes de problématiques qui relèvent là vraiment de la psychologie. Donc c'est vraiment une fusion en fait entre les deux disciplines et j'insiste bien qu'il faut connaître ces deux disciplines pour pratiquer cette forme de thérapie. Hein, voilà. Alors, tout simplement, ce que vous pouvez faire chez vous, parce qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent, alors prenez une feuille de papier et puis, vous commencez à noter ce que vous savez déjà de la rencontre de vos parents, en quelle année ils se sont rencontrés, l'âge qu'ils avaient, les circonstances de leur rencontre, à quel endroit, comment, pourquoi, qui les a présentés, ou est-ce dû complètement au hasard? Est-ce qu'ils étaient étudiants? Est-ce qu'ils travaillaient? Est-ce qu'ils vivaient encore dans leur famille? Est-ce que... Voilà. Vous voyez, toutes sortes de questions qu'on s'est peut-être jamais posées d'ailleurs, Oui, mais qui sont très très importantes, voilà, parce que c'est de là, enfin, c'est de là dont on vient. Donc, on s'intéresse à plein de sujets dans notre vie, mais ce sujet-là, il nous concerne au premier chef, je dirais, parce que si on ne connaît pas les circonstances de la rencontre de nos parents, on a déjà une pièce manquante hein, dans notre, voilà, notre histoire. tout à fait. Alors, Oui, au-delà, on a aussi l'étude, mais j'en parlerai peut-être après, des oncles et tantes, hein, les frères et sœurs de nos parents, bien sûr, les trajectoires socio-professionnelles, les trajectoires sentimentales, les problèmes de santé, puisque ça c'est l'objet aussi du livre que je viens d'écrire. Et puis au-dessus, donc la génération des grands-parents, leurs frères et sœurs également, donc toujours pareil, comment ils se sont rencontrés, en quelle année, l'âge qu'ils avaient à ce moment-là, leur situation, est-ce qu'ils avaient déjà été fiancés, est-ce qu'ils avaient déjà été mariés, est-ce qu'ils avaient eu de premiers enfants, est-ce qu'ils ont divorcé, etc. Vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont très importantes. Voilà. Donc, c'est l'objet, en fait, de notre travail. Nous, les thérapeutes en transgénérationnel, c'est de remonter, donc, voilà, au niveau des grands-parents et des arrière-grands-parents pour avoir une vision d'ensemble et pour comprendre, en fait, comment ces trajectoires peuvent nous influencer, en fait, parce que c'est ça, peuvent nous influencer dans notre vie intime, dans notre vie amoureuse, dans notre vie professionnelle, dans nos études, dans notre vie professionnelle, puis aussi dans nos problèmes de santé. Et là, c'est peut-être un peu plus grave, parce que là, c'est fondamental vraiment tout de suite de regarder l'arbre généalogique. Et en fait, pour revenir aux troubles de santé, notamment psychiques, hein, de l'ordre de la dépression et de l'insomnie, par exemple, quand on voit ces troubles de santé chez les enfants, par exemple, qui, eux, n'ont pas encore vécu leur vie personnelle, pas véritablement, tout au moins. Et là, justement, chez les enfants, il y a cette prégnance du transgénérationnel, parce que on ne peut pas dire que ce soit de leur fait. C'est très souvent un héritage
quand il y a eu des drames dans l'histoire familiale, des décès prématurés, des séparations, des, des enfants illégitimes, toutes sortes, si vous voulez, de difficultés qui ont pesé. Puis il y a eu la guerre aussi, hein, il y a eu deux guerres mondiales. Il ne faut pas l'oublier, c'est un traumatisme majeur. Donc effectivement, les enfants qui sont nés par la suite, eh bien, portent en eux la mémoire en fait de ces traumas dont ils ne savent rien a priori, mais que leur corps, et j'insiste bien là-dessus, que leur corps va exprimer. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on trouve même des enfants très jeunes qui sont très malades. Alors c'est pas la majorité bien sûr et heureusement, mais il y a des enfants qui sont malades, qui ont des cancers, etc. Et là c'est tout à fait là il faut toujours regarder le transgénérationnel dans ces cas-là. Hein. Il faut remonter aux événements traumatiques en fait qui ont pu générer justement ces difficultés. Et puis, de toute façon, c'est valable à tout âge, hein, mais notamment pour les enfants. Voilà. Donc, oui, c'est un héritage. Et d'où l'importance, donc, je dirais même, voyez, au niveau corporel, de faire un arbre généalogique. On peut faire plusieurs arbres généalogiques. Par exemple, vous allez faire un arbre généalogique très simple, avec vos parents, vos oncles et tantes, vos frères et sœurs, les grands-parents. Bon, voilà. Par exemple, que sur le sentimental, comment ils se sont rencontrés, en quelle année, qui est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'il y a eu des relations extra-conjugales, bon, voilà. Mais vous pouvez faire aussi un arbre purement corporel, où vous allez noter les maladies, les troubles de santé avec les âges correspondants, l'âge des personnes au moment de leur décès, s'ils sont décédés. Euh, Si c'est d'ordre psychique ou physique, hein, parce que ça peut être des troubles digestifs, respiratoires, cardiaques, dermatologiques, vous voyez, ou alors purement psychiques, on vient de le dire, la dépression ou les insomnies, par exemple, ou plus grave, hein, il peut y avoir il y a des phobies, par exemple. Hein. Lorsqu'on a des phobies inexpliquées, on a peur de certaines choses. Bah, imaginez, par exemple, j'ai peur de l'eau, et puis j'ignore que, par exemple, mon grand-père ou une sœur de ma grand-mère est décédée noyée il y a 70 ans. Je ne le sais pas, mais moi j'ai peur, j'ai cette peur en fait dont j'ignore la cause. Voilà, typiquement les phobies, c'est typiquement du transgénérationnel. Voilà, ben c'est un petit peu, voilà, alors il y a les phobies, puis il y a voilà, ces peurs irrationnelles, puis il y a aussi des troubles psychiatriques dans certains cas, lorsqu'il y a eu auparavant, par exemple, des décès tragiques, notamment des suicides, des choses comme ça, ou des personnes dont on n'a jamais retrouvé le corps, ou bon, voilà, il y a tout ça. Hein, voilà. Donc le transgénérationnel, en termes de santé, je dirais que c'est un peu incontournable. D'accord, donc le corps, en fin de compte, se souvient, même s'il n'a pas vécu, Oui. de par sa naissance, hein, vécu les traumatismes reliés au passif de sa famille, quoi, de ses ancêtres. Oui, alors il y a plusieurs formes d'héritage en fait. Hein. Oui, Il y a un héritage bon, qui est cellulaire, on sait bien, bon, c'est quasiment prouvé maintenant avec l'épigénétique, qu'il y a une transmission par exemple, il y a nos parents ou nos grands-parents ont eu des traumatismes, ça a modifié la chimie de leurs cellules, c'est donc de l'acquis, du temps de leur vécu, c'est de l'acquis, mais le problème, c'est que ces modifications biochimiques, eh bien, elles passent dans les cellules reproductives, et ce qui explique que ça passe à la génération suivante, où là, ça va devenir de l'inné. On va dire, ah oui, mais il est né comme ça. Oui, il est né comme ça, mais c'est parce que les parents, dans leurs cellules reproductives, ont déjà les modifications biochimiques induites par le trauma, si vous voulez. oui. Donc voilà, on sait qu'il y a des modifications euh, qui passent d'une génération à l'autre et à la suivante, etc. Parce que les traumatismes se sont inscrits dans les... elles n'ont pas modifié l'ADN, mais elles ont modifié des séquences dans l'ADN. Voilà, tout ça est réversible, enfin dans une certaine mesure. Mais c'est très intéressant. Et puis, bon, ça, c'est vraiment ce qui est inscrit au niveau corporel. Maintenant, il y a aussi un héritage, je dirais, psychique et qu'on explique plus difficilement parce que comment est-ce qu'on va hériter d'une phobie de l'eau dont je parlais tout à l'heure? Ben là, c'est pas vraiment inscrit dans les séquences de l'ADN.
C'est Vous vrai. voyez, Mm. c'est une mémoire, mais où est-ce qu'elle est? Oui. Alors, je pense que les scientifiques ne l'ont pas encore découverte, mais nous, on la voit, on la constate, tout au moins dans les séances. Voilà. Est-ce que vous pouvez également percevoir des clés à travers l'analyse de thème natal avec l'astrologie ou pas du tout? Oui, je pense pour les personnes qui font de l'astrologie, par exemple, bon, moi j'en ai fait aussi pendant longtemps. Je pense par exemple, bon, tous ceux qui le savent, quand vous montez le thème, la maison 4, par exemple, hein, ce qu'on Oui. appelle le fond du ciel, eh bien, lorsque la maison 4 est très chargée, avec par exemple des planètes comme Saturne, Pluton, la Lune noire, etc., même Uranus, Neptune, Pluton, toutes les planètes voilà, lointaines, hein, qu'on appelait à l'époque des planètes lourdes, qui ont des transits lents et profonds, en fait, hein, et qui vont déstructurer le secteur qu'elles occupent, en fait. Eh bien, oui, effectivement, moi je l'avais remarqué quand je faisais l'astrologie. Quand vous avez Uranus en fond du ciel, en maison 4, la lune noire, voilà, Pluton, Saturne, que des planètes en fait, voilà, un petit peu lourdes en termes de destinée, on voit qu'il y a souvent des secrets de famille. Hein. Il y a très souvent des secrets de famille, quelquefois il y a même des secrets sur la filiation, des fois on ignore aussi que notre père officiel n'est pas notre géniteur, hein. Ça peut être par exemple ou qu'on a des demi-frères et sœurs, on l'ignore, ça peut être ça. Ça peut être une séparation tragique ou le décès d'un des parents quand on était enfant. Hein, voilà, Oui. par exemple. Hein, en astrologie, ça se voit. Alors évidemment, ce sont des indications, c'est pas aussi Poussé. Mm. poussé que de monter l'arbre généalogique, bien sûr. Mais on peut voir, oui, effectivement, des fatalités, je dirais, parfois dès la naissance, effectivement, dans le thème astral. On Alors peut moi le j'ai voir. remarqué en faisant des recherches généalogiques autour des thèmes, des thématiques de nos ancêtres, enfin de mes ancêtres notamment, qu'il y avait eu il y a fort longtemps dans le passif familial le même type de problématique qu'on a nous aujourd'hui dans notre famille actuelle. Et ça j'ai trouvé ça dingue. Oui, oui, les mêmes problématiques, tant qu'elles ne sont pas résolues, Oui. les problématiques se représentent en fait sous une autre forme, puisque le contexte historique a changé, etc. On n'habite pas forcément au même endroit, mais effectivement, les difficultés peuvent se rejouer à l'identique, quelquefois d'une génération à l'autre, bien sûr, puisque ce n'est pas résolu. En fait, ce que souhaite l'arbre généalogique est un organisme vivant, en quelque sorte, et qui tend à à évoluer. En fait, ce qui va le bloquer, c'est toutes ces tragédies, ces non-dits, les secrets, des situations voilà, dont on n'a pas pu se libérer, dont on n'a jamais parlé, etc. Parce que la parole libère, hein, il faut quand même le dire. Euh, ce que j'ai peut-être pas dit au départ, d'ailleurs, c'est que si vous allez aller interroger les membres de votre famille, seul à seul, vous allez peut-être apprendre en une après-midi plus qu'en toute une vie. Hein. Mm. Donc, ce que j'ai pas dit au départ, c'est que je me suis rendu compte effectivement que on savait très peu de choses sur l'histoire de notre famille en général. Et moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas grand-chose non plus. Je suis donc allée interroger différentes personnes, voilà. Et puis j'ai rencontré aussi, par hasard, on va dire, ce sont des synchronicités, des personnes qui avaient connu ma famille et qui détenaient des informations importantes que j'ignorais. Vous voyez? Donc voilà, on a effectivement, on ne sait pas tout sur l'histoire de notre famille. Et d'ailleurs, personne ne sait tout puisque l'information est partagée entre tous. L'information, voilà, est détenue par nos frères et sœurs, notre cousinage, nos parrains marraines, Mm. quelquefois des personnes qui ont les collègues de travail de nos parents, leurs amis intimes, des personnes qui ont gravité autour de la famille de manière informelle, mais des fois qui en savent beaucoup plus que nous. Vous voyez? Mm. Donc oui, l'information est un petit peu disséminée. Et donc, le travail que l'on doit faire, sans faire de la généalogie pure, c'est d'aller interroger seul à seul notre mère, notre père, nos oncles, nos tantes, etc., toutes les personnes de la parenté, pour recouper les informations déjà, pour obtenir des photos de famille aussi, et puis pour reconstituer les trajectoires de chaque personne dans l'ordre chronologique. Voilà.
au moins depuis les grands-parents. Voilà, ça je pense que c'est un travail fondamental. C'est un minimum. Alors justement, on a pas mal d'auditeurs sur le chat qui commencent déjà à vous poser plein de questions, Elisabeth. D'accord. Et on a une question notamment de Mimi, à qui on fait plein de gros bisous, qui nous dit: j'ai une question, donc comment on fait quand on pose des questions mais que nos parents ou grands-parents ne veulent pas répondre? Et avec les années, les vivants qui ont vécu les événements ne sont plus là pour avoir ces réponses en réalité. Mhm. C'est compliqué. Oui, alors ça peut être compliqué, mais je tiens à dire qu'il y a quand même des règles pour aller interroger les personnes. D'abord, il faut toujours voir les personnes seule à seule. Bon, vous n'allez jamais interroger un couple, même si c'est le couple de vos oncles et tantes, de vos grands-parents, jamais, parce qu'évidemment, ils seront gênés de dire certains ressentis intimes, voilà, ou même d'avouer de faire des confidences, d'avouer des secrets, voilà, d'ordre sentimental quelquefois, hein, parce que je tiens à dire que bon, il y a beaucoup de relations extra-conjugales cachées aussi. Donc il y a un arbre parallèle en quelque sorte. Mais pour revenir à la façon d'interroger, alors dans la façon d'interroger nos parents, il y a plusieurs choses. D'abord, lorsqu'on va les voir avec l'objectif d'obtenir des informations, il ne faut pas y aller franchement, il faut y aller par étapes. Au début, on pose des questions très banales, la vérification des dates de naissance, l'obtention de certaines photos. D'ailleurs, les parents vont davantage parler quand ils ont des photos sous les yeux, hein. Voilà, très très important. Quand vous avez des photos, c'est un support d'information. Donc, vous voyez, il faut quelquefois les voir 2, 3 fois avant d'obtenir des confidences. Mais c'est normal. Parce que personne ne va vous dire de but en blanc, tiens, j'étais amoureuse d'une autre personne que ton père ou ta mère. Oui, ben, à telle époque, je fréquentais telle personne, ou j'ai eu un enfant illégitime, ou j'étais mariée, mais personne ne le sait. Enfin, bon, toutes sortes de... Voilà. Donc, il faut toujours y aller progressivement. Alors on a un auditeur qui nous dit Oui, que dans certaines histoires familiales qui se passent oui, entre deux personnes, il y a forcément aussi deux versions. Donc à oui. laquelle croire en réalité, si vraiment les deux Mhm. versions sont très différentes? Oui, alors, déjà, il faut savoir que dans les familles, tout le monde ment. Oui. Bon, ça peut paraître un petit peu Surprenant. surprenant, mais dans les familles, alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est que euh, il y a une reformulation du passé, c'est-à-dire on a vécu des événements, mais avec le temps, eh bien, on les interprète différemment ou on en a un souvenir différent de la réalité, si vous voulez. Donc, il y a des reformulations, il y a des réinterprétations qui ne sont pas forcément volontaires, mais qui sont dues au temps écoulé. Voilà, ça s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, on s'en souvient plus très bien. On a peut-être idéalisé la situation. Donc, bon, voilà, il peut y avoir des informations qui sont erronées. Oui, c'est vrai. Alors, dans le deuxième cas, il y a des mensonges. Et là, les mensonges, ils sont volontaires, c'est-à-dire que on tend à cacher des choses importantes. Ça peut être des circonstances de décès, ça peut être, comme je l'expliquais, des relations extra-conjugales, il y en a beaucoup, ça peut être l'argent qu'on a gagné, ça peut être, euh, voilà, plein de choses en fait, hein. Mais là, effectivement, il y a des parents qui vont mentir, qui vont prétendre des choses qui sont fausses et ils savent que ces choses sont fausses. Alors pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas semer la zizanie. Ils pensent que s'ils disent la vérité, ça va faire éclater la famille. Certaines fois, c'est vrai. Mais imaginons quelqu'un qui a eu un premier enfant qui n'en a jamais parlé, ou un homme qui a eu une relation extra-conjugale avec sa maîtresse, il y a un enfant qui est né, mais sa famille légitime l'ignore complètement. Bon, bien sûr, là, c'est difficile de but en blanc d'avouer ce genre de choses sous peine donc de révolutionner un petit peu la vie familiale. Oui. C'est certain. Mais il y a quand même des mensonges et on ne doit jamais croire sur parole quelqu'un qui vous raconte sa vie ou la vie de son conjoint ou la vie de ses enfants. Ce n'est pas toujours vrai pour les 2 raisons que je viens d'expliquer. Donc c'est pour ça que il faut l'interroger plusieurs personnes seule à seule. Il faut noter ce qu'on nous a dit, il faut recouper les informations avec les dates, etc., pour savoir ce qui peut être vrai. Il y a des choses qui sont vraies quand même, hein. Il y a des choses qui se sont passées objectivement. Bon, voilà. Mais il y en a d'autres qui sont sujettes à interprétation. Et c'est vrai que
il faut, alors, pour découvrir la vérité, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi la vie qui est propre à la branche maternelle et la vie qui est propre à la branche paternelle. Quelquefois, même les familles sont en opposition. Mais bon, disons que bon, on essaie quand même d'aller à la pêche aux informations et quelquefois on obtient énormément d'informations. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais allée visiter une cousine de ma grand-mère, par exemple. En une après-midi, elle m'a raconté toute sa vie, la vie des frères et sœurs, de ses enfants, avec les métiers. J'ignorais tout ça. Bon, voilà. J'avais plein de notes, voilà, parce que j'avais osé poser des questions, alors que jusqu'à présent, bon, j'étais adolescent, ça m'était jamais passé par l'esprit d'aller, même si on les fréquentait, d'aller leur demander des questions personnelles, voyez. Oui. Alors, je dirais aussi que dans les familles, on parle peu, c'est vrai. On parle très peu lors des repas, on parle de la météo, la politique, mais on ne parle pas des choses importantes. Mais par contre, quand on va interviewer les personnes celles à celles, quelquefois on peut avoir beaucoup de retours, d'informations, parce que c'est pas que les personnes ne veulent pas forcément parler, c'est que souvent elles pensent que ça va intéresser personne, donc du coup, bon ben voilà, elles ne disent rien, voilà. Vous voyez, mais c'est pas définitif, hein, D'accord. voilà. Il suffit de pousser un petit peu et souvent on ouvre la Voilà, porte, ils sont contents. voilà, c'est le pied dans la porte. Oui. On a une autre question d'un auditeur qui est assez Oui, intéressante parce oui. que ben, je trouve que dans cet échange-là qu'elle nous dit, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais voilà Mhm. sa question. Presque toute ma famille est muette concernant le passé et ceux qui parlent disent des hypothèses. Donc au final, eh bien, tu n'as pas de réponse. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Mhm. j'ai la sensation que même si ce sont des hypothèses, ça peut être des demi-vérités quelque part. Ça peut être des demi-vérités. Et puis, lorsqu'on va interroger donc les membres de notre famille, il faut jamais commencer par l'intime et le sentimental, hein. Commencez toujours par le travail. Voilà, les études, le travail, bon, ça ne remet pas grand-chose en question. Les endroits où on a habité, voilà, là où on a passé les vacances, au travail, les collègues, dans quel emploi, quel endroit. Voyez, des choses de l'ordre du social ou du sociétal. Mais au début, donc, il faut y aller voilà, par étapes, je dirais, hein, voilà. D'accord. Alors maintenant, imaginons qu'on a plus de famille, ou même qu'on ne sait pas qui est notre famille, hein, on a été abandonné enfant, voilà, on est né sous X, hein, ça arrive, Ça on ne peut arrive. même pas imaginer à quel point que ça peut arriver. Euh, comment on fait? Donc là, j'imagine, bon, déjà, l'astrologie peut aider, puisqu'on fait son thème, on a peut-être quelques clés autour de son thème, d'un passé peut-être voilà, qui s'est positionné. Enfin, est-ce que vous avez des possibilités de champ Oui, d'action? alors, alors là, quand bon, euh, on peut savoir être né sous X. Bon, ça on le sait. On ne sait pas qui sont on peut des fois connaître l'identité de la mère, celle du père. Bon, c'est plus aléatoire. Oui. Mais on peut aussi être dans le cas de figure suivant, c'est-à-dire que on, on grandit avec des parents et on ignore que celui qu'on considère comme notre père officiel n'est pas notre géniteur. Et là, je dirais que c'est encore plus grave parce que c'est une forme d'adoption cachée. Vous voyez. Et il y a pas mal d'enfants hein, qui sont dans ce cas-là. D'ailleurs, j'en donne un exemple dans le livre. Oui. Enfin, c'est une dame âgée de 50 ans qui n'a jamais eu quasiment de vie sentimentale, qui ne s'est jamais mariée malgré son envie et le désir d'avoir des enfants. Et puis, quand son père décède, tardivement, donc sa mère lui avoue pour la première fois, en fait, que ce n'était pas son géniteur. Donc là, vous voyez, c'est à l'occasion, ça, elle ne pouvait pas le savoir avant, enfin, sauf si elle avait fait un test ADN. Là, maintenant, on a quand même les tests ADN, donc elle aurait pu subtiliser un verre avec la salive ou un cheveu et envoyer pour comparaison si elle avait eu un doute. Bon, mais là, elle a dû attendre que la mère, enfin, que le père décède pour que la mère soit libre, voilà, d'avouer que. Mais bon, elle avait déjà 50 ans. Donc, vous voyez, c'est assez terrible finalement, parce que tous ces secrets vont nous empêcher de vivre notre vie. Et voilà, donc il y a pas mal d'enfants qui sont dans cette forme d'adoption cachée.
Et je dirais qu'à la limite, c'est encore plus grave que de savoir qu'on est né sous X. Parce que là, de la même manière, si la mère ne dit rien, on ignore qui est notre véritable géniteur. Et pas d'ailleurs que le géniteur, mais toute sa famille à lui. C'est-à-dire qu'on ignore notre père biologique, mais nos oncles et tantes biologiques, nos grands-parents biologiques, s'il a eu des enfants, nos demi-frères et sœurs biologiques, etc. C'est toute la branche paternelle, en fait, hein, qui est... Voilà. Donc là, bon, on peut le savoir effectivement quand la mère avoue qu'il y a eu un secret et qu'elle n'en a jamais parlé jusque-là. Donc à un moment donné, on est libéré de par les circonstances, de par le décès, donc du père officiel, je dirais, entre guillemets. Voilà. Alors, il y a aussi, on peut découvrir certaines vérités par les rêves. Je vais donner un exemple. J'ai eu en consultation il y a des années de ça, je ne sais pas si je le cite dans l'ouvrage, enfin, peu importe. C'est une dame qui arrive et qui me dit, voilà, je viens de rêver cette nuit, mais de manière très claire, que mon frère avait une double vie et qu'il avait un enfant illégitime et que donc j'ai un neveu ou une nièce que je ne connais pas. Bon. Elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je lui réponds, écoutez, a priori, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, votre rêve apparemment a eu l'air d'affirmer, vous avez vu comme une vérité. Donc, elle est allée voir son frère, elle lui a dit, voilà, est-ce que tu aurais un enfant illégitime? Et le frère la regarde et lui dit, mais comment tu le sais? Comment tu le sais? Et là, elle lui dit, bah, écoute, j'ai rêvé de manière très claire que tu avais un enfant. Alors, il lui dit, oui, effectivement, c'est vrai. J'ai une double vie, j'ai deux foyers, j'ai un enfant illégitime de 5 ans. Donc, tu as un neveu que tu ne connais pas, effectivement, mais qui est bien vivant, etc. Donc là, vous voyez, le rêve, c'est une production de la psyché, est toujours à même de nous laisser découvrir, de nous laisser entrevoir finalement des vérités sur notre famille, notre arbre généalogique que nous ignorons consciemment. C'est pour ça que dans la psyché, il n'y a pas de temps. Freud le disait déjà, la psyché ignore la temporalité. Un souvenir, même un souvenir ou une vérité peuvent émerger à un moment donné pour nous affirmer voilà, quelque chose qui est réel en fait, hein, qui est réel. Et cet exemple m'avait marqué, vous voyez, parce que ça prouve que le rêve, lui aussi, peut Nous nous donner mener. en fait, Oui. des vérités, nous illuminer. Oui, Tout à fait. Il nous mène sur un chemin oui, du subconscient, de l'inconscient en réalité. Hein. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est la magie du rêve en fait, hein, l'oniromancie. Il y a certaines personnes qui sont dotées de grosses capacités à travers les rêves ressentis. Moi, ça me surprend pas. Après, c'est vrai que c'est pas forcément des capacités qui sont très développées chez les êtres humains. C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement hein, quand on échange avec des gens. Mais quand oui. ça arrive, on est déjà. Je pense que la personne qui vit ça, déjà, elle doit être hallucinée. Et en plus, elle a une validation hein, de l'autre côté. Donc, c'est d'autant plus intense à vivre hein, des deux parties. Donc, il faut que cette Oui, personne, oui, elle continue à développer ses capacités. Oui, je vous le dis. tout à fait. Puis alors, pour terminer sur cette question-là, Oui. je dirais qu'il y a enfin, il y a trois autres moyens de découvrir des vérités. D'abord, c'est les synchronicités. Je vais donner un exemple. Quelques années après la mort de ma mère, j'ai côtoyé, parce que je donnais des cours, j'animais des ateliers dans ma ville natale à l'époque, et je rencontre par hasard une dame qui s'inscrit au cours, à mon cours donc, et qui me dit, mais enfin, votre patronyme, est-ce que vous seriez la fille de... Elle me dit, je me permets de vous le dire parce que j'ai travaillé avec votre maman. Et moi, j'étais très, très étonnée. Vous voyez, la synchronicité, une chance sur peut-être, je sais pas, des centaines de milliers dans une ville de 500 000 habitants, enfin bon, peu importe. Et elle me dit, voilà, je dois vous faire des confidences sur la vie de votre mère. Alors, je dirais pas quoi ici, mais j'ai appris, après son décès, donc des secrets sur la vie de ma mère que j'ignorais complètement, de manière totalement hasardeuse, par cette collègue que j'ai retrouvée dans un autre cadre, dans le cadre de mes activités, je dirais, thérapeutiques. Donc, vous voyez que c'était complètement inattendu et c'était quelques années après. Donc, alors, il y a ça. Il y a donc il y a les synchronicités des rencontres en fait que vous pensez être dues au hasard, mais c'est comme si vous rencontrez à l'autre bout du monde
les anciens collègues de travail de vos parents, leurs amis intimes ou des voisins, surtout, vous ne les quittez pas d'une semelle et vous leur demandez ne détiendrez pas des informations que vous ignorez certainement. Alors il y a ça, et puis il y a les ateliers donc, de constellation familiale, où là c'est une sorte de théâtralisation dans lesquelles on remet en scène donc, certaines situations familiales, et là ça fait émerger des prises de conscience, et non seulement des prises de conscience, mais quelquefois des secrets. Moi j'en ai animé, c'est assez extraordinaire. Puis bon, il y a une autre technique, c'est l'hypnose transgénérationnelle. Alors moi, je n'en fais pas personnellement, mais donc qui produit une régression in utero et au-delà, et qui peut entamer un voyage, on va dire, dans les générations qui nous ont précédés. Hein, voilà, donc c'est possible aussi. Donc, vous voyez, puis il y a la méditation. Moi-même, j'ai eu des souvenirs, des flashs de ma toute petite enfance, même de mes parents sortant avec, de la maternité avec moi dans le berceau lors de méditations profondes. Vous voyez, la méditation, c'est un outil extraordinaire, un état modifié de conscience, bien sûr, qui va laisser émerger en fait des souvenirs très très anciens. J'entendais même dans cette méditation mes parents, le dialogue qu'ils avaient au sortir de la maternité, incroyable. Donc vous voyez, en résumé, il y a les synchronicités, l'hypnose transgénérationnelle, les constellations familiales, donc le psychodrame, la théâtralisation donc des événements familiaux, de certaines situations familiales, la méditation, les rêves, l'enquête familiale. Vous voyez, ça en fait des choses, hein. Ça en fait des choses. Donc, non, il y a des informations qui peuvent nous parvenir. Alors, même si on croit qu'on ne sait rien. Oui, alors justement, moi, je voulais aussi vous poser des tas de questions autour de tout ça. Comment effectivement avoir une brève d'informations. Vous nous transmettez plein d'éléments, c'est super. Il y a très certainement d'autres méthodologies, comme par exemple un développement de notre propre médiumnité intérieure, oui. En allant dans des lieux spécifiques, en essayant de ressentir les lieux, toucher certains objets. Voilà. Est-ce que tout ça aussi, ça peut se positionner pour faire une recherche vraiment intérieure autour de nos ancêtres? Tout à fait, et notamment, je ne l'ai pas cité, mais les photos de famille. Comme la psyché fonctionne avec des images, il est bien certain que quand vous regardez des photos, d'abord que vous n'avez jamais vues, parce que quand vous allez interviewer les membres de votre famille, elles vont vous prêter ou vous présenter des photographies qu'on n'avait peut-être jamais vues de votre vie. Et effectivement, là, vous allez constater que la nuit suivante ou les nuits suivantes, vous allez rêver de votre famille. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez ? Parce qu'il y a ces images, voilà, qui ont été des supports, et si vous avez donc élaboré autour de ces images, eh bien, il y a de fortes chances pour que la psyché travaille à partir de ces images. Hein. Oui, et à les lieux, effectivement, se rendre quelquefois dans d'anciennes maisons de famille, dans des villes natales, aux archives, l'état civil, etc. Tout ça sont des démarches actives qui font bouger les choses. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, avec les archives en ligne, dans toutes les régions de France, des départements, on a accès à des tas d'actes de naissance, mariage, décès. Donc, il ne faut pas hésiter à commencer son arbre. Enfin, je peux vous dire, on découvre des trucs de dingue en faisant ça. Moi, je me suis passionnée, ayant travaillé dans l'état civil, je me suis passionnée par l'histoire justement de mes ancêtres. Et là, cet été, vous voyez, je suis allée pour la toute première fois à l'endroit où l'un des membres de ma famille a commencé à vivre, en fait. Et ça a été une révélation. C'est comme si on rentrait à la maison. Il y a des lieux, des odeurs assez fous, en fait, qui entrent en vous comme si ces odeurs-là étaient familières alors que vous ne les avez jamais connues. Enfin, c'est très très perturbant quelque part aussi de vivre ça, mais je trouve ça fascinant en fait, fascinant. Oui, tout à fait, parce que là c'est vraiment corporel en plus, oui. On le vit physique, corporellement, voilà, c'est très impactant effectivement. Alors, est-ce que vous pensez que la famille, nos parents, nos grands-parents, etc., peuvent ne pas vouloir nous dire des choses par peur de... Alors, on pense souvent, parce que quand on a nos parents qui ne veulent pas nous révéler des choses, on pense tout de suite que ça peut être quelque chose de grave.
en fait. Ils veulent pas le dire parce que ça peut être quelque chose de grave, etc. Alors que pas forcément, en fait. Il y a aussi des parents, des grands-parents, surtout les anciennes générations, qui qui avaient pas l'habitude de parler, en fait, d'eux et de ce qu'ils ont pu vivre par le passé, et garder ça pour eux. Est-ce que Oui. est-ce que vous arrivez à trouver des clés pour permettre à ce type de personnes-là à s'ouvrir un peu plus? Alors, vous expliquez tout à l'heure, c'est merveilleux, on peut créer une sorte de rituel familial, c'est-à-dire y aller régulièrement, leur apporter un petit Mhm. cadeau, etc. Mais Oui. à un moment donné, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'en tant que personne qui est de la génération d'après, on a besoin d'avoir des réponses? Si jamais demain, on a telle maladie ou telle chose, on a besoin d'avoir des réponses concrètes du passif de notre famille. Et comment arriver à décoder tout ça avec ces personnes-là qui se restent vraiment fermées de chez fermées, quoi. C'est Oui, très il y en dur, a hein. qui restent fermés. C'est pas tout le monde, hein, je tiens quand même à le préciser. Et quand les gens ne veulent pas parler, à ce moment-là, il faut leur écrire. Hein, voilà, tout à fait cordialement. Vous leur envoyez un courrier, vous leur dites voilà, je suis en train de faire mon arbre généalogique. Alors aussi, il y a une chose, c'est que nos aïeux, enfin nos aïeux, nos parents, nos grands-parents adorent parler des problèmes de santé. Vous le voyez d'ailleurs. Bon, moi, j'ai déjà un certain âge, mais je vois bien quand je vais faire mon marché dans la ville où je réside, eh bien, toutes les personnes de 60 ans et plus ne parlent que de problèmes de santé. Donc, le thème des problèmes de santé, ça peut être vraiment, vous voyez, une voie d'accès à l'intime, parce que les personnes adorent ça. Alors, les problèmes de santé, les troubles, voilà, cardiaque, comme je l'expliquais, digestif, les opérations, tout ça, euh, c'est le moi le plus profond finalement. C'est le corps, bien sûr, et on vit tous dans un corps. Donc, même si on a une âme, on vit tous dans un corps. Et donc, pour les anciennes générations, tout ce qui relève de la santé, du corps, c'est premier. Et c'est pour ça que non seulement la meilleure chose, c'est de leur écrire en leur demandant, voilà, je fais une petite, je fais mon arbre généalogique, je voudrais avoir confirmation des dates, toujours commencer par des choses très, très légères. Et puis, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu as eu des troubles de santé? Si oui, à quelle époque? Est-ce qu'il y a eu des accidents, accidents de voiture, accidents de ski, accidents de bicyclette? Est-ce qu'il y a eu des hospitalisations? Voilà, parler du corps. Est-ce qu'il y a eu des troubles alimentaires? Est-ce que vous avez souffert de la faim pendant la guerre? Vous voyez, ça, c'est des bonnes, voilà, d'autres voies pour pas frontalement, je dirais, aller interviewer les personnes quand elles ne veulent pas parler, mais on peut avoir des réponses. Hein, on peut avoir des réponses comme ça. Une lettre très cordiale avec quelques questions. Bon, ben voilà. Puis si la personne vous répond, ben vous envoyez un autre courrier avec des questions plus précises dans d'autres domaines, vous voyez. Oui, faut Euh, vraiment y aller étape par étape avec certaines voilà. personnes. Oui, Ouais, mais c'est comme tout. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, bon, ben, c'est toujours pareil. Il y a les présentations, il y a des questions banales, on parle de la pluie et du beau temps. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. d'accord. On va parler de choses qui n'engagent que très peu, en fait. Voilà, c'est au fur et à mesure. Puis, à l'inverse, il y a des gens qui parlent beaucoup. Hein. Il y a des parents, alors là, vous commencez à les interroger, il y a un flux de paroles. On ne peut plus les arrêter. Mais ils ont tellement. Personne ne s'est intéressé à leur vie. Et finalement, quand quelqu'un, sincèrement, s'intéresse à leur vie, ben voilà, ils sont prêts à tout raconter. Il y a ça aussi. Hein. C'est clair. Et puis parfois, ça peut partir sur un rien. Moi, je vois par exemple mon grand-père adorait Oui, un objet qu'il ne lâchait oui, pas. Il oui. n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Bah, j'ai remarqué ça étant jeunette. Mais pourquoi tu es toujours avec cet objet partout où tu vas? Et puis là, il a commencé à me raconter une épopée autour de la découverte de cet objet. Et depuis, bah, ça ne le quittait plus. Donc c'est Voilà. vrai que des fois, il suffit de peu, en fait, de toucher sur la bonne, le bon fil pour que tout se développe, en fait. Oui, il y a les objets, puis il y a les loisirs, ce que les personnes aimaient, même si elles n'en ont pas fait l'objet de leur profession. Oui, Voilà, il y a tous les loisirs, les goûts, les vocations, parfois les la vocations. musique. Bon, La musique, oui. la musique, alors ça peut être la musique, ça peut être la science, ça peut être le sport, ça peut être l'art, effectivement, la peinture, la sculpture, la littérature, l'écriture, le cinéma, le théâtre, ça peut être plein de choses, mais effectivement, c'est aussi une voie d'accès à l'information familiale. En gros, s'intéresser sincèrement à eux.
et à leur histoire, être là. Oui, parce qu'il y a peut-être des choses aussi enfin, des goûts que nous avons, nous, qui sont aussi un héritage, hein. Mhm. Voilà, par exemple, je sais pas, notre grand-père adorait la mécanique et puis nous, bah, nous aussi. Et puis nous, c'est comme si on avait toujours fait dans notre vie, c'est-à-dire dès l'adolescence, on va démonter, remonter une voiture, un vélo, un vélo moteur, un transistor, enfin un transistor c'était avant, mais voilà, enfin voilà, on a une compréhension intuitive en fait de la mécanique quand, et ça c'est valable pour tout, hein, quand alors là aussi, il y a un héritage, hein. C'est-à-dire qu'ils ont creusé un sillon et nous, il y a des choses qui vont nous paraître faciles et même très faciles parce que nos parents et nos grands-parents les ont déjà faites, en fait. Oui, Voilà, tout simplement. Voilà. Mais d'accord. on le constate, c'est incroyable. Alors là, donc il est 22 h, donc Oui. d'ici une minute. Donc on va passer 2 titres que vous avez choisis pour l'ambiance de ce soir. Donc le premier morceau, donc c'est donc de Duran Duran, comme You Done. Vous pouvez un petit peu nous en parler, savoir un petit peu ce que vous appréciez dans ce morceau? Alors moi, écoutez, même si je suis de la génération qui normalement aurait dû écouter Duran Duran dans sa jeunesse, je ne l'ai pas fait. Oui. J'ai découvert ce morceau qui date d'un certain temps, euh, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois. Oh, Je sais pas, en tombant sur YouTube, voilà, bon, Duran Duran, oui, je connaissais, mais bon, je n'étais pas trop au fait de voilà, de l'époque, c'est les années 80, milieu des années 80. Puis j'ai écouté ce morceau, je trouve super, très musical, vraiment. S'il sortait actuellement, bah, je pense qu'il ferait toujours un succès. Voilà, donc j'ai envie de le faire écouter. waouh. Et le deuxième morceau, c'est Moments in Love, donc du groupe The Art of the Noise. Alors c'est pareil, c'est un morceau magnifique que Oui. j'adore aussi personnellement. Et donc pourquoi ce morceau? Alors ce morceau, c'est un peu plus planant, hein, Oui, voilà. C'est un peu plus planant. Et alors ça, c'est ma jeunesse. Quand on sortait en boîte à l'époque, on passait encore des slows. Et alors là, si vous vouliez sortir avec quelqu'un, si vous aviez quelqu'un en vue dans la discothèque qui passait ce morceau-là, alors là, vous êtes sûr que ça fonctionnait, hein. Un morceau sublime, vraiment. Là, vous vous décollez complètement. C'est merveilleux, quoi. et Voilà. là on est en plein dans le thème de ce soir, c'est-à-dire eh bien l'évolution de notre famille, en quelque sorte. Ça part des rencontres C'est et puis ça. après coup ça génère des enfants. Exactement. C'est juste rencontrer. Alors, mes très chers enchanteurs, pendant une petite dizaine de minutes, pause musicale, ça vous permettra également de votre côté de réfléchir aux questions que vous souhaitez poser à Elisabeth. Pour cette deuxième partie, on va vraiment entrer dans la psychogénéalogie, comment l'utiliser afin de développer notre plein potentiel, guérir aussi de nos traumas, la gestion du corps et de la santé psychique, comment développer tout ça dans son quotidien, le corps comme mémoire du sacré, bien évidemment, puisque le corps ne ment jamais. Si le corps réagit à certaines choses, certaines vibrations, il y a quelque chose à en déceler derrière. Pour savoir qui je suis, je dois d'abord savoir d'où je viens. Et puis bien évidemment, toutes les questions que vous aurez à poser à Elisabeth. Ça vous convient, Elisabeth? Très bien. Eh bien écoutez, on se dit à d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Eh bien, mes très chers enchanteurs, nous reprenons le live. Il est 22h17. Une magnifique pause musicale avec les morceaux que notre invitée Elisabeth Horowitz, qui est parmi nous ce soir depuis 21h pour l'émission spéciale de Psyché Occulte, autour de la transgénéalogie. Et oui, c'est tout un programme, et la psychogénéalogie. Donc là, nous sommes en deuxième partie d'émission. Et comme je l'expliquais avant la pause musicale, nous allons vraiment ouvrir les portes autour du sujet que nous attendons beaucoup aussi. Déjà, première question, Elisabeth, de par votre expérience et les différentes personnes que vous avez pu rencontrer, votre expertise par rapport à la transgénéalogie et la psychogénéalogie, qu'est-ce que signifie en fin de compte être le mouton noir de la famille? Oui, il y a des personnes qui sont mal aimées en fait, hein. C'est-à-dire que normalement, nos parents ont l'obligation de nous aimer. À partir du moment où ils nous ont conçus, ils ont l'obligation de nous aimer, de nous protéger, de nous réconforter. Mais on voit que ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des familles abandonnées, il y a aussi des familles maltraitantes.
Et donc, on peut aussi être désigné comme le mouton noir, c'est-à-dire que euh, le mouton noir, c'est l'enfant qui va être l'objet de toutes les conversations. On va lui trouver tous les défauts. Il va porter tous les péchés en fait familiaux. Hein. Il va concentrer donc toute l'animosité familiale. Oui. Alors pourquoi? Par quel mécanisme? Eh bien tout simplement, comme à l'époque, hein, on en parlait déjà dans l'Antiquité, pour qu'il y ait une personne sur qui se déverse en quelque sorte, ou vers laquelle s'oriente en fait toute cette animosité, toute cette colère, toute cette frustration familiale qui n'est pas dite. Hein, voilà. Donc il y a quelqu'un qui va faire l'objet, de par son prénom, de par son genre, de par sa place dans la famille, son rang de naissance, hein, qui va faire l'objet donc de l'animosité familiale. Alors il n'y est pour rien, ou elle n'y est pour rien, mais effectivement ça permet aux autres membres de la famille d'être moins anxieux, parce qu'à partir du moment où il y a une personne qui est coupable de tout, les autres sont innocents en quelque sorte. Hein. Oui. Voilà, ça permet de désigner un innocent, une innocente en fait, et les parents en fait, ça va leur permettre d'alléger leur anxiété. Voilà. Donc c'est une forme, si vous voulez, de mécanisme de défense qui se met en place lorsque la famille, lorsque les parents ne peuvent pas traiter leurs angoisses, lorsqu'ils ont eu trop de problèmes à gérer, lorsque même ont été maltraités d'ailleurs, ils vont désigner quelqu'un, donc un de leurs enfants, qui va porter donc toute cette culpabilité, toute cette colère, toute cette honte. Et malheureusement, l'enfant, lui, ne comprend pas du tout pourquoi s'oriente vers lui toutes ces émotions négatives. Mais en fait, voilà, c'est parce qu'il a tel prénom, il occupe telle place, et ça on le comprend quand on analyse l'histoire familiale. Voilà. Et de par les personnes justement qui prennent contact avec vous pour connaître un petit peu leur histoire, etc., comment ça se met en place émotionnellement dans leur corps, est-ce que vous remarquez, de par justement ces personnes-là, qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent vous voir et qui ont justement cette place de mouton noir? C'est la question que je me pose, savoir si effectivement les problématiques physiques peuvent être liées parce qu'on a cette place-là spécifique dans notre famille. Pas forcément spécifiquement, mais il est vrai quand même que ne serait-ce que lorsqu'on a été délaissé au profit d'un frère ou d'une sœur, on peut le vivre très très mal. Et j'ai l'exemple récent d'un consultant là, dont le père lui disait « mais tu ne vaux rien, tu finiras dans la rue ». Des choses terribles. C'est vraiment le mouton noir de sa famille. Le frère, son frère, avec qui il a très peu d'écart d'âge, a été lui aimé par les parents, même préféré. Donc, vous voyez, là déjà, la préférence, c'est quelque chose de terrible, parce qu'il y a un enfant qui est réconforté, qui est encouragé, et puis l'autre qui est complètement délaissé et qui ne s'explique pas lui-même, en fait, quels sont ses véritables défauts. Il n'en a certainement aucun, mais les parents, voilà, vont déverser sur lui toute leur énergie négative, en quelque sorte, et c'est une position très, très douloureuse, hein. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication logique, en fait, à cette mise à l'écart. Il n'y en a pas. Hein, voilà. C'est totalement arbitraire, mais en fait, ça se fait en mémoire donc de l'histoire familiale. C'est parce qu'il y a une pression généalogique pour qu'un des deux ne réussisse pas, un des deux soit laissé de côté. Voilà. Justement, je voulais vous en parler de ça parce que vous le touchez quand même de près dans le livre. Donc je rappelle, Elisabeth a sorti un livre aux éditions Très Daniel il y a quelques temps maintenant de ça. Le livre donc s'appelle Mon corps généalogique, comment l'histoire familiale influence notre santé et notre ADN et comment guérir. Et donc il y a un chapitre effectivement autour de toutes ces problématiques familiaux, notamment reliées à l'enfant un petit peu abandonné, mis de côté. Et on a une question justement sur le chat qui est assez pertinente. Oui. En fait, le mouton noir peut-il devenir un mouton blanc un jour, ou est-ce qu'il est poursuivi toute sa vie à avoir ce mauvais karma? Et comment, en fin de compte, tout cela pourrait s'opérer pour qu'effectivement cet enfant qui devient adulte puisse vivre avec toutes ces problématiques? Comment il peut aussi transcender ces problématiques? Est-ce qu'il y a des méthodologies à avoir dans sa vie, une manière d'être, ou je sais pas, consulter peut-être, puisque ça aussi, c'est important de pouvoir un petit peu
peu sortir toute cette négativité reliée par le passé. Comment ça s'opère? Est-ce que vous avez des méthodologies autour de tout ça? Est-ce que vous connaissez des méthodologies? Oui. Alors, il y a plusieurs phases. D'abord, il faut dire que lorsqu'on a été maltraité par sa famille, on a quand même tendance à la défendre et même à l'idéaliser. C'est-à-dire que les enfants aiment leurs parents, en général de manière inconditionnelle, quoi que ses parents fassent. Alors, ça pose un problème parce qu'effectivement, les enfants vont dire oui, mais j'étais un enfant indiscipliné, je bougeais tout le temps, voilà, c'est de ma faute en fait. Mes parents avaient beaucoup de travail, donc je les embêtais. J'étais un enfant difficile, vous voyez, toutes ces phrases en fait qui démontrent que on cherche malgré tout le mal qu'ils nous ont fait en fait à défendre les parents coûte que coûte. Alors ça, c'est la première chose. Et déjà, il faut se rendre compte qu'on a tendance à faire ça. Voilà, lorsqu'on analyse notre discours, parce qu'il y a ce mécanisme de défense des parents donc, qui se met en place, et quelquefois pendant longtemps. Avant de pouvoir s'avouer que nos parents nous ont maltraités, ça peut prendre des années. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et lorsque la famille, moi, à mon avis, lorsque la famille nous a vraiment maltraités, et a fortiori lorsqu'il y a eu des abus sexuels, parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les abus sexuels sont extrêmement fréquents dans les familles, que ce soit un climat incestuel, c'est-à-dire il n'y a pas de passage à l'acte, mais il y a quand même un climat érotique, voilà, avec les parents, les grands-parents, etc. Voir des passages à l'acte et des passages à l'acte répétés, là, lorsqu'il y a eu vraiment des préjudices très graves, et je pense que l'abus sexuel, l'inceste, c'est tellement grave. Donc à ce moment-là, je pense que là, il faut couper déjà avec la famille. On ne peut pas continuer à fréquenter des personnes qui nous ont abusés. Et j'en veux pour exemple récemment, je vais vous raconter un cas très récent. C'est une dame qui a été abusée sexuellement par son père de ses 5 ans à ses 12 ans. Bon. Elle a continué à le voir, adolescente, jeune femme, et même encore là, puisqu'elle a plus de 50 ans. Donc elle continuait à le voir, bon, pas qu'elle le défendait, mais enfin elle continuait à le fréquenter. Il est mort dernièrement, il est décédé, donc je crois que ça doit dater d'1 ou 2 mois. Pour la première fois de sa vie, vous m'entendez, pour la première fois de sa vie, elle a rencontré un homme bien, un homme sincère, qui lui a tout de suite demandé donc de faire couple avec lui. Voilà, ils ont bien aménagé ensemble. Pour la première fois de sa vie, une relation pacifique, une relation comme quoi. Vous voyez, je pense que, bon, c'est vrai qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de changements de vie qui s'opèrent lorsque le parent maltraitant décède. C'est vrai, mais on peut ne pas attendre qu'il décède. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre famille a abusé de vous, il n'y a aucune raison de continuer à les voir, déjà. Bah oui. Ou de vivre à proximité. Vous voyez ? Donc ça, déjà, l'idéalisation de la famille, lorsqu'il y a eu des maltraitants, c'est déjà un point très important, et c'est aussi le fait de ne plus les fréquenter. Donc déjà, quand vous avez ces 2 premiers points, donc déjà, vous êtes partiellement libéré. Alors après, il y a effectivement un travail personnel, mais ça, je pense que tout le monde doit faire un travail de développement personnel, quoi qu'on ait vécu, ou peut-être pas les enfants qui ont été très, très aimés, mais la majorité d'entre nous, il y a toujours eu des difficultés et des préférences entre les enfants, entre les frères et sœurs. Des fois, les parents sont décédés relativement tôt, des fois, le père est parti, les parents ont divorcé, il y a eu des remariages, le beau-père était maltraitant, etc. Bon, il y a tous les cas de figure, mais vous voyez, il y a ces 3 phases. La phase de non-idéalisation, la phase de séparation et la phase de travail sur soi, pour regagner en estime de soi, et puis pour travailler bien sûr sur ce qui s'est passé, parce que c'est très important d'en parler avec un thérapeute qui lui est neutre, en fait, et donc c'est l'objet du travail, de l'activité. Voilà. Donc, il y a au moins ces 3 points. Mais dans ces cas-là, je pense que le travail personnel, qui peut prendre des années, puisque le travail personnel, c'est un travail de consolidation de soi, en fait. C'est un travail de structuration de soi. Et il faut le faire tout le temps. Je pense, même moi, à l'âge que j'ai c'est 40 ans de travail sur moi et je n'ai pas été abusée. Si je l'avais été,
j'aurais certainement fait encore plus. Vous voyez, mais j'ai fait de la méditation, je fais beaucoup, beaucoup de choses, des séminaires. Il y a tellement de choses disponibles en ce moment, et thérapie comportementale, thérapie corporelle, l'hypnose, le yoga. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que même si on a été traumatisé, même si on a une famille défaillante, on peut se reconstruire. Et ça, c'était pas possible il y a encore 50 ans. C'est vrai ce que vous dites. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'on peut être à la fois un enfant unique, mais aussi un mouton noir? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de particularité du fait qu'il y ait plusieurs enfants, il y en a un qui devient mouton noir, quoi. Non. On peut être le mouton noir quand on est enfant unique. Alors, il y a certains cas de figure là. Dans le cas où, par exemple, on croit qu'on est unique, mais en fait, il y a eu déjà une conception avant soi, ou même après soi, quelquefois. C'est-à-dire un enfant qui a été conçu, qui est décédé in utero ou mort-né, et dont les parents n'ont pas pu faire le deuil et nous rendre responsables, nous, le seul enfant survivant, d'être en vie finalement. Donc ça peut être aussi une cause d'animosité. Puis il y a aussi le fait que dans certains cas, nos parents se sont mariés parce que notre mère était enceinte. C'était entre guillemets un accident, ils n'avaient pas vraiment désiré notre conception. Et le fait de devoir rester ensemble, un petit peu sous la contrainte, et de devoir passer quelques années ensemble, voire des décennies, là aussi, ça peut encourager une certaine forme de violence, en fait. Et l'enfant devient effectivement le mouton noir, en quelque sorte, parce que finalement, on ne voulait pas vraiment on voulait pas vraiment de lui. Et voilà. Donc, il est gênant et on lui fait comprendre qu'il est gênant, on le rabroue, on le maltraite, on s'occupe peu de lui, on délaisse ses études, etc. Bon, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place voilà, pour mettre à distance l'enfant qui dérange. Voilà, mais voilà, puis quelquefois l'enfant est aussi l'enfant du secret, c'est-à-dire qu'il est l'enfant d'un amant. Et là, ça complique les choses. Voilà. C'est un enfant aussi qui devient résilient pour la plupart du temps, qui arrive à supporter énormément de choses dans sa vie en général. Est-ce que vous le percevez ça aussi? Il a une force intérieure que d'autres n'ont pas, sans pour autant surestimer l'enfant mouton, mouton noir. C'est qu'en fait, il a tellement vécu de choses malsaines, mauvaises, de négativité, qu'en fin de compte, il a baigné là-dedans. Et il a réussi à transcender justement tous ces traumatismes en quelque part. Oui, alors dans certains cas, ils sont peu nombreux quand même. Oui. C'est-à-dire que les personnes qui vraiment gardent intacte leur âme d'enfant, leur joie de vivre, leur positivité, après avoir vécu des maltraitances pendant longtemps au sein de leur famille d'origine, c'est quand même très rare. Il y en a. Oui. Il y a des cas où la personne, voilà, c'est comme si elle était passée au travers de tout ça sans vraiment être pas concernée, mais sans vraiment être touchée par toutes ces défaillances, toutes ces volontés de destruction. Oui, effectivement, mais c'est pas la majorité. D'accord, la plupart du temps, c'est plutôt compliqué à vivre et, bien sûr. Et à transcender. Bien sûr. Mais là, justement, il y a des accompagnements, les amis. Donc, si jamais vous avez vécu étant enfant ce rôle-là du mouton noir, et Dieu seul sait qu'il y en a eu beaucoup dans certaines générations où justement c'était facile de malmener un enfant. Et il ne faut pas hésiter à consulter et comme vous disiez, s'éloigner de ce qui ne nous convient pas. Donc de s'éloigner de la violence notamment. Oui, parce que justement, un des points importants, c'est de ne plus fréquenter, à mon sens, les parents qui nous ont fait souffrir. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une rupture. D'abord parce qu'on n'est pas obligé de les aimer, ils nous ont pas aimés, donc on n'est pas obligé de les aimer, on n'y est pas attaché non plus. Et d'accord, ce sont nos parents, mais ce sont nos géniteurs biologiques, oui, mais il n'y a aucune loyauté à avoir vis-à-vis de parents maltraitants. Voilà. Surtout s'ils n'ont pas fait amende honorable, s'ils n'ont pas ce désir de changer ou de s'excuser. Parce qu'effectivement, il y a des parents qui peuvent réaliser que, voilà. Mais là encore, c'est rare.
Voilà. Alors j'avais aussi une autre question à vous poser. Alors comment on peut réussir à utiliser la psychogénéalogie afin de développer notre plein potentiel? Comment ça se passe? Alors, Il y a les déjà, méditations, je suppose, comme vous le disiez tout à déjà l'heure. la connaissance de l'arbre généalogique, c'est déjà un progrès de la conscience. Ça, c'est très important de le dire, parce qu'en fait, plus on a d'informations, plus on a de connaissances, les connaissances augmentent notre conscience. Et c'est notre conscience qui nous guérit. Hein. Voilà, en finalité, c'est la conscience qui nous guérit. Donc, voilà, plus on connaît de choses, plus on a d'informations sur l'histoire de notre branche maternelle et paternelle, en fait, quand on est allé vraiment au plus près de l'information, eh bien, c'est déjà un travail intérieur colossal, hein, que beaucoup de gens ne font pas d'ailleurs. Je pense à tort. Mais quand on a l'opportunité, et actuellement on a tous les outils pour le faire, donc je pense que c'est quand même indispensable de savoir d'où nous venons. De la même façon que si on a des enfants, à un moment donné, ils vont vouloir savoir, mais voilà, comment papa a rencontré maman, pourquoi vous avez eu envie à un moment donné d'habiter ensemble, pourquoi vous m'avez conçu, est-ce que je suis votre premier enfant, est-ce qu'il y a eu d'autres enfants avant, comment ça s'est passé, comment la grossesse s'est passée, est-ce qu'il y a eu des événements en coïncidence, voilà, quand j'étais dans le ventre de maman, enfin des questions, mais c'est normal, c'est voilà, la compréhension de l'origine, en fait. Et voilà, donc ça, déjà, sans faire un autre travail que celui-là, le travail d'enquête généalogique, le travail de compréhension des liens qui ont pris naissance à la génération de nos grands-parents. C'est-à-dire que si nos parents ont eu telle ou telle attitude envers nous, eh bien, c'est parce que les grands-parents les avaient traités de telle et telle façon. Hein. Donc, il y a une répétition, bien sûr. Et puis, lorsqu'il y a eu des carences affectives, hein, c'est-à-dire, par exemple, si notre grand-père est décédé prématurément à la guerre ou autre, ou par accident, ou si de l'autre côté, notre mère était une enfant illégitime. Vous voyez, déjà, ça pose des problèmes, tout ça pose des problèmes. Est-ce qu'il y a eu des expatriations, des changements de région, des changements de pays contraints, forcés Est-ce qu'il y a eu des changements de classe sociale? Est-ce qu'on a été en régression sociale? Est-ce qu'il y a eu des périodes de chômage? Est-ce qu'il y a des membres de nos familles qui n'ont pas pu poursuivre leurs études, qui ont eu un travail difficile, qui ont eu donc des problèmes d'argent? Tout ça, vous voyez, ce sont des informations très importantes. Et quand je dis qu'elles nourrissent la conscience, mais c'est vraiment le cas. Voilà. Plus vous connaissez d'informations sur vos parents et vos grands-parents, plus vous êtes à même déjà de repérer les répétitions, de ne pas faire comme eux si ça s'est mal passé, et puis effectivement de vous construire intérieurement, hein, d'avoir suffisamment de distance pour voir la famille comme, je dirais, une entité autonome de laquelle on participe bien sûr, mais avec une certaine distance quand même. Une sorte de grande scène de théâtre en réalité. Hein. C'est un peu ça. Alors, il y a une partie, moi j'ai adoré votre livre, mais il y a surtout une partie dans votre livre, la troisième partie, hein, Les portes de la mémoire familiale, chapitre 11. Je trouve vraiment ce chapitre passionnant, et notamment sur le symptôme des membres inférieurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Qu'est-ce que c'est pour que les enchanteurs, nos auditeurs, hein, puissent un petit peu comprendre de quoi vous parlez? Oui, alors effectivement, là, le livre que je présente actuellement, c'est un ouvrage sur la santé. Oui. C'est peut-être pas un ouvrage général sur l'arbre généalogique, quoique, mais c'est beaucoup axé sur la santé. Effectivement, je parle de certains symptômes plus particulièrement. Et il est vrai, par exemple, que lorsque l'on a certaines difficultés, enfin, certains troubles de santé au niveau des jambes et des pieds, c'est très souvent qu'il y a eu justement des changements de région qui ont été contraints, des expatriations ou même des changements de continent même. Vous voyez, c'est-à-dire que quelque part, c'est un mécanisme de défense qui vise à empêcher nos parents ou nos grands-parents de se déplacer. Dans certains cas, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, Oui. mais c'est vrai qu'il y a une grande partie de troubles de santé concernant les pieds, les membres inférieurs.
là, il faut tout de suite enquêter pour savoir s'il y a eu donc des changements de région, si par mariage on a dû se déplacer, voilà, par mariage ou autre d'ailleurs, hein, ou si on a été contraint de changer de pays. Oui, voilà. En fait, pour résumer, dans ce que explique Elisabeth, en fait, il y a des personnes en fait, qui ont des symptômes très spécifiques reliés au corps physique, hein, notamment aux jambes, parce qu'en fait, effectivement, dans le passif ancestral, il y aurait eu effectivement des membres de la famille, un membre de la famille notamment, qui ne pouvait pas se déplacer dans certaines régions. C'est ça, si je comprends bien. Non, si, qui s'est déplacé, mais contre son gré. Voilà, qui s'est déplacé C'est-à-dire contre que son gré. Nous, à l'heure actuelle, on a par exemple une immobilité forcée, mais en fait, cette immobilité forcée, elle vise à empêcher nos parents ou nos grands-parents, a posteriori, bien sûr, se déplacer. Et alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, parce qu'on se dit, oui, mais moi, c'est moi qui ai le problème. Et pourquoi c'est moi qui ai le problème? Ben oui, en finalité, eux, ils n'ont pas pu ne pas se déplacer, ils ont été obligés de changer de région. Mais moi, comment je peux m'opposer à ça? Parce qu'ils ont été malheureux, par exemple, de changer de pays, de changer de région. Ils ne voulaient pas, mais ils ont été forcés. Bon. Et moi, j'ai des problèmes aux jambes. Ben oui, moi, pour le coup, je peux pas partir, je peux pas me déplacer. Mais c'est comme une loyauté envers eux. En fait, je fais ce qu'eux, ils auraient voulu faire. Mon corps fait ce qu'eux, ils auraient voulu faire. D'accord. Voilà. Et quand ça... Rester là, oui. Avoir par exemple une paralysie, avoir des problèmes d'articulation, parfois être dans une chaise roulante, etc. Oui, mais parce que auparavant, il faut regarder à 1 ou 2 générations antérieurement s'il y a eu des déplacements forcés. Hein, voilà. Donc, bon, et souvent on en trouve. Eh oui. Et alors, est-ce que justement l'âge à laquelle tout ça se met en place dans notre vie, par exemple, on a ce problème physique qui se met en place, est-ce que ça peut aussi être relié donc justement à ces membres de famille qui, à cet âge-là aussi, ont eu cette problématique d'être empêchés de se déplacer? Oui, l'âge, alors ça fait partie des grands thèmes, d'ailleurs j'en parle dans l'ouvrage. Oui. C'est pour ça que je vous pose des questions, je me permets. Voilà. Il y a une espèce d'horloge généalogique interne, c'est-à-dire que il y a des âges clés, il y a des dates importantes et il y a des âges clés. Alors, bon, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est une Américaine qui s'appelle Joséphine Hilgard, une médecin qui travaillait à Chicago dans les années 50 et elle a étudié les entrées à l'hôpital de plus de 6000 personnes. Et elle s'est rendue compte à l'époque que les personnes étaient hospitalisées quand elles atteignaient un âge qui est important dans leur histoire, en fait. Très souvent, elles atteignaient l'âge de leurs propres parents au moment de leur décès. Hein, voilà, une constante. Bon, il est vrai que beaucoup de pathologies donc, se déclarent à des moments bien précis, à des âges bien précis. Hein. Je vais prendre un cas. Imaginons que mon père est mort à 55 ans et moi j'arrive à 50, je vais avoir 54 ans ou 54 ans et demi et mon père est mort d'une attaque cardiaque, c'était totalement imprévu. Et moi, je commence à avoir des palpitations, je commence à ne pas me sentir bien. Et il y a des symptômes qui ressemblent, mais qui s'installent donc à proximité de l'âge qu'avait mon père au moment de son décès. Donc effectivement, l'âge, c'est vraiment un déclencheur. C'est vraiment le déclencheur de pas mal de symptômes, en fait, au niveau physique ou psychique. Hein. Mais ça peut être aussi le cas quand nos enfants arrivent à un âge qui a été critique pour nous. Hein, là, je cite le cas dans l'ouvrage d'une dame qui a un cancer au sein. Son fils a 15 ans, je crois, ou 12 ans, je ne me souviens pas, bon, peut-être 12 ans. Et 12 ans, c'était l'âge qu'elle avait, elle, adolescente, quand ses parents ont divorcé, un divorce cruel et tragique. Et en fait, bon, il ne s'est rien passé à l'époque, elle a subi la situation, elle était très, très malheureuse. Rien n'a été dit, aucune psychothérapie, rien, donc le trauma reste entier. Et le trauma, il y a un effet rebond en fait. Hein. Le trauma, il va se réactualiser quand notre enfant atteint le même âge à la génération suivante. Hein, voilà. Donc ça, c'est une constante aussi du temps généalogique, enfin de l'horloge généalogique. C'est-à-dire qu'il y a cet effet miroir quand nos enfants donc arrivent à cet âge critique qui nous renvoie à l'âge que l'on avait soit lors d'un traumatisme majeur,
la séparation, enfin le divorce des parents étant un des plus grands traumatismes de la puberté. Voilà. Mais après, il y a des dates aussi importantes. Voilà. Notre propre date de naissance est importante, la date de mariage de nos parents, la date de décès de certains de nos ascendants est aussi très importante. Voilà. Tout ça, j'en parle parce que ce sont effectivement des déclencheurs temporels qui prouvent qu'il y a une espèce donc de mécanique mathématique, en fait, hein, qui crée une alerte, en fait, en nous, lorsque nous atteignons donc ces âges importants. Alors qu'on n'a pas du tout conscience de tout ça dans la famille, on ne nous en parle pas, et puis bim, Non. on est connecté à un passé qui nous échappe. On a... Voilà, Oui. et c'est justement la raison pour laquelle je parlais en première partie de dessiner un arbre généalogique, alors pour le sentimental, pour les trajectoires socio-professionnelles, pour la santé, mais on peut aussi faire un arbre généalogique purement temporel, c'est-à-dire en notant tous les âges importants. Alors par exemple, ma mère, bon voilà, s'est mariée, elle avait 25 ans. Mon père 27. Je suis née, elle avait 32 ans, mon père 34. Mon grand-père est décédé, il avait 70 ans. Lors d'événements traumatiques, quel âge avait-il? Vous voyez, une espèce de tableau en fait, qui résume les âges décisifs, les âges vraiment marqueurs, qui vont être différents pour nos familles respectives, bien sûr, hein, et qui vont nous montrer qu'il y a des carrefours comme ça. Hein. Il y a des âges vraiment sensibles, et notamment, donc, encore une fois, l'âge qu'avaient nos parents au moment de leur décès. Ça, c'est vraiment très important. Ou lors d'accidents de voiture, d'accidents au ski, d'accidents, voilà. Voilà. Dans les événements traumatiques, voilà, il y a des âges qui correspondent. Hein. Ah. Alors évidemment, encore une fois, si vous voyez que, je ne sais pas, votre oncle est décédé en montagne, il avait 43 ans, vous n'allez pas partir en montagne à 43 ans. On va éviter. On va éviter. Voilà, c'est dans ce sens-là que c'est quand même très intéressant de voir justement qu'il y a ces âges sensibles, il y a aussi une géographie qui est associée, parce qu'il y a des endroits aussi qu'on va devoir éviter, s'ils sont associés à des traumas ou au décès de nos ascendants. Et effectivement, là, effectivement, il vaut mieux ne pas y revenir, si vous voulez, surtout au même âge. Voilà. Ou ne pas avoir le même modèle de voiture, par exemple. Votre père a eu un accident de voiture. Ce sont des exemples voilà, comme ça que je prends au hasard. Un père a eu un accident de voiture, il roulait dans une Ford de couleur marron, avec telle immatriculation. Bon, effectivement, on ne va pas racheter une voiture de couleur marron avec une immatriculation similaire et un même modèle, si vous voulez. Et surtout pas pour aller au même endroit. Voilà. Ce sont quand même des choses que, voilà, dans ce sens-là, il vaudrait mieux éviter. Alors, on a une auditrice qui rebondissait tout à l'heure par rapport aux échanges que l'on a eus sur vous savez, les membres inférieurs, les jambes. Oui. Elle voulait savoir s'il y avait aussi s'il y avait une même corrélation avec d'autres membres du corps. Est-ce qu'on pouvait également avoir les mêmes types de similitudes? Oui, tout à fait. Oui. Alors, tout dépend, effectivement, parce qu'il y a les organes et puis il y a aussi les membres, les membres supérieurs, par exemple. Oui, il faut voir si... En fait, ce qu'il faut regarder, c'est si nos troubles de santé ressemblent à quelque chose qui a déjà concerné notre famille. Hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup ce phénomène d'imitation. Alors, ça peut être le cas. On peut avoir, par exemple, je ne sais pas, mal au bras et puis un arrière-grand-père a été amputé du bras, je prends un cas extrême, ou il a eu un accident de voiture, il a été handicapé du bras pendant... ou une tante a eu un cancer du sein, elle a eu des rayons et puis elle ne pouvait plus utiliser son bras. Ça peut être une identification, ça peut être une imitation donc, de certains membres de la parenté, au niveau de leurs symptômes. Oui, tout à fait. Alors, je me permets de remettre votre site officiel sur le chat de la radio.
pour que, C'est gentil, merci pour que beaucoup. les auditeurs qui viennent d'arriver puissent savoir le lien. Donc, si vous venez de découvrir l'émission ce soir, donc nous avons Elisabeth Horowitz, qui est donc une grande spécialiste autour de la psychogénéalogie notamment, et la transgénéalogie. Elle a sorti un livre il y a quelques temps en arrière. Et donc, si jamais vous voulez encore un petit peu plus sur le livre, il y a un extrait qui est possible sur son site officiel. Donc, Elisabeth, le petit tiré du 6, horowitz.fr, mes très chers enchanteurs. Alors, on a d'autres questions sur le chat. Donc, la date de naissance est important. Donc, quand on est avant ou après terme, est-ce que ça aussi, ça veut dire quelque chose au niveau du schéma relié à nos ancêtres? Oui, alors effectivement, surtout lorsqu'on est né avant terme, effectivement, ça signifie souvent que notre maman voulait nous expulser en quelque sorte un petit peu à l'avance. C'est pas qu'elle voulait se débarrasser de nous, c'est pas vraiment dans ce sens-là, mais c'est souvent que, en mémoire de la place que nous occupons, moi je peux en parler parce que je suis née avant terme, je suis née à 7 mois. Je suis née à 7 mois et ouais, j'étais mise en couveuse, etc. Donc vraiment très prématurée à l'époque. Et en fait, pourquoi ma mère a eu des problèmes donc à l'accouchement? Parce qu'en fait, 2 générations avant, à la même place que moi, il y avait une enfant illégitime. Donc dans la place de l'aîné, il y avait déjà une mémoire associée qui était délicate. Et dans ces cas-là, effectivement, on a des accouchements difficiles. Toujours l'accouchement difficile, l'accouchement avant terme ou même peut-être après terme. J'ai rarement eu le cas, mais ça peut arriver. Effectivement, ça prouve qu'il y a des résistants généalogiques, il y a des choses dans le passé généalogique, alors qui peuvent être liées, encore une fois, à l'enfantement. Il peut aussi y avoir eu des viols, il peut y avoir vu la crainte de certaines grossesses. Bien évidemment, il peut même y avoir eu des décès à l'accouchement de la mère et de l'enfant, ou quelquefois des deux. Donc, il y a toute cette mémoire familiale. Donc, je le répète, enfant illégitime, décès à l'accouchement, secret sur la conception, c'est-à-dire que, sur l'identité du géniteur, dès qu'il y a un de ces aimants-là, alors ça va faire pression et l'accouchement va se passer beaucoup plus difficilement. Voilà. Mais à l'heure actuelle, par exemple, il n'y a aucune raison qu'un accouchement se passe difficilement. Donc, d'autant plus, voyez, l'influence généalogique, en fait. C'est-à-dire quand tout va bien, vous êtes assisté médicalement, et tout ça, et que ça se passe mal, ça veut souvent dire donc qu'il y a cette mémoire à 1 ou 2 générations avec donc des difficultés au niveau de la grossesse, de l'enfantement, de l'identité du géniteur, de la légitimité aussi, voilà. Donc moi je l'ai vécu, donc ça je connais bien je l'ai vécu, je m'en souviens pas à l'époque, mais je sais que ça s'est passé comme ça et je sais pourquoi. Voilà. Bien sûr, dans ma jeunesse, je ne l'ai pas analysé. J'ai analysé à la lumière de mes connaissances, mais c'est très très souvent le cas. Quand il y a des complications, j'ai même l'exemple d'une dame qui a perdu elle a accouché. Elle a accouché. Elle a perdu l'enfant. Il y a eu le corps médical n'a pas suffisamment pris en charge son accouchement. Le bébé est mort le jour de l'accouchement. Vous voyez, le truc terrible. Et en fait, elle avait conçu cet enfant juste après le décès d'une de ses aïeules qui avait été une enfant illégitime. D'accord. Waouh. Vous voyez le lien. C'est pour ça, quelquefois, on conçoit un enfant après la mort. C'est très, très souvent, il y a très souvent cette coïncidence, donc décès-conception, mais il faut bien savoir à la suite de quel décès on conçoit un enfant. Parce que s'il y a un problème sur la personne qui vient de décéder, ça peut continuer. Voilà. Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la généalogie, vous voyez, c'est très fort. Et justement, comment on peut savoir ça? Parce que souvent les mères n'en parlent pas. C'est quand même des choses très très compliquées à vivre. Comment on peut savoir qu'on a été enfant unique ou pas? Savoir qu'il y a peut-être eu un enfant avant nous, même peut-être après nous.
Parce qu'on on peut faire des recherches au niveau des actes d'état civil, mais si on n'a pas conscience qu'il y a eu déjà un enfant, je sais que le livret de famille, par exemple, même un enfant mort-né apparaît sur un livret de famille, par exemple, normalement. Oui, normalement, mais c'est vrai que là, oui, dans certains cas, c'est difficile de le savoir. Oui. Et là, je cite un exemple dans le livre, parce que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, là, dans la petite ville où j'habite, un ami. Et puis, il me dit, voilà, ma fille va pas bien, donc elle a 10 ans. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, elle dort pas très bien, on va l'amener chez le médecin, parce que là, ça se complique, on veut lui faire prendre des médicaments. Je lui dis, mais quand même, à 10 ans... Je lui dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il me dit, oui, mais tu comprends, avec ma femme, enfin, ma femme a été enceinte de jumeaux, là. On n'était pas d'accord. Moi, je voulais les garder, pas elle. Elle a avorté de ses jumeaux et personne ne le sait. Nos autres enfants ne le savent pas. Oui, enfin, ils ne le savent pas, mais on voit très bien qu'ils y réagissent, hein, puisque l'aînée, la fille aînée, commence à somatiser, à ne plus dormir la nuit, à être anxieuse, etc. Donc, elle ignore que sa mère, enfin, et son père attendaient des jumeaux, qu'ils ont pris la décision d'avorter. Alors, ils ne lui ont pas dit, mais elle l'a perçu. Et elle commence à avoir des problèmes de comportement. C'est pour ça que je dis, vous voyez, il y a une communication quand même, il y a une communication intrafamiliale, même si les choses ne sont pas dites, on les ressent. Et là, par exemple, c'est un cas typique de grossesse, de cas de grossesse dont l'un des parents voulait garder, l'autre pas, et puis finalement, bon, en plus c'était des jumeaux qui n'ont pas été gardés, et puis regardez les conséquences, voilà. Voilà, par exemple, un non-dit, hein, un non-dit sur le moment, mais qui a des conséquences. Alors, on imagine bien qu'il y a d'autres éléments qui ont des conséquences. Ça peut également se refléter à travers le corps. Hein. Quand on parle de cette situation-là, le corps se sent pas bien parce que justement, il y a quelque chose à libérer là. Alors, effectivement, parce que l'angoisse, en fait, l'angoisse, c'est souvent l'angoisse de ce qui n'est pas dit. Oui. Hein, voilà, si les parents avaient dit, ben voilà, on a attendu la maman, j'étais enceinte, on n'a pas été d'accord. On dit la vérité, tout simplement, dans des termes bien sûr choisis, mais on dit la vérité. Et là, l'enfant, bon, elle peut avoir de la peine sur le moment, mais après, ça passe. Tandis que là, elle est enfermée dans un secret et finalement, sans pouvoir l'identifier. Et c'est ça qui est grave. Oui. D'accord. Oui, donc en fin de compte, il y a énormément de possibilités autour de ces sujets-là. Nous, on est vachement aussi autour de la spiritualité. Donc, on avait parlé en début d'émission, bien sûr, d'astrologie, mais il y a l'astrologie karmique, les lectures akashiques, les régressions sous hypnose. Vous parlez tout à l'heure des méditations, mais il y a aussi les rêves lucides dirigés. Donc, vous avez parlé des rêves aussi tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de possibilités spirituelles qui peuvent aussi entourer ce sujet. Est-ce que vous utilisez aussi, par exemple, je sais pas, le tarot aussi pour avoir quelques réponses quand vous avez justement des clients qui viennent pour pouvoir se questionner, avoir des réponses sur leur passé? Je ne l'utilise pas systématiquement. Je l'ai utilisé, oui, parce que j'ai bien connu, enfin c'est une discipline que je connais bien. Donc la tarologie, je l'ai étudiée pendant longtemps quand j'étais plus jeune. Donc effectivement, je l'ai utilisée. Effectivement, bon, c'est pas systématique, mais disons que ça peut être une petite aide sur une question, par exemple. Oui, pourquoi pas. Mais en fait, c'est vrai que l'arbre généalogique. En fait, pourquoi j'ai écrit ce livre pour qu'on comprenne les mécanismes d'action. D'accord. Voilà. Pour qu'on en comprenne les mécanismes cachés qui, en fait, nous influencent à notre insu, bien sûr. Mais à partir du moment où on a conscience, c'est déjà un grand pas. Mm. Alors, il y a un des auditeurs sur le chat qui me dit « Et que dire de certaines familles royales ou impériales, comme les Habsbourg, qui pratiquaient les unions excessivement consanguines ?» Ah oui, bah forcément. Donc, il dit « Je suppose que ça ne facilitait pas les choses, c'est clair. Ça ne veut pas faciliter. » Oui. Alors, il y a les unions consanguines, oui, mais il y avait aussi beaucoup d'amants. Oui. C'est-à-dire que lorsque toutes ces familles royales exposent leur arbre généalogique, oui, c'est une hypothèse. Hein. Encore une fois, c'est une hypothèse tout simplement parce que à un moment donné, les grands-parents, les arrière-grands-parents
Oui, il y a les unions légitimes entre familles royales, mais il y a aussi, comme je disais, des amants et des maîtresses. Donc voilà, ne serait-ce qu'à l'heure actuelle, à la cour d'Angleterre, tout le monde se pose la question de savoir si le second fils de la princesse Diana est bien le fils du De prince Charles. Charles ou de l'amant de l'époque parce qu'il lui ressemble quand même Tout énormément. à fait, on est d'accord, hein. On est d'accord? Alors, je ne fais pas de voyance, mais c'est vrai qu'il y ressemble. Alors, est-ce que c'est un mimétisme? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer, mais la question est posée. Donc, vous voyez que encore récemment, la question de, oui, il y a l'arbre généalogique sur le papier, mais après, est-ce qu'il est vrai? Pas forcément. Ça, Au c'est niveau une autre histoire. des véritables liens de sang, je parle, Oui. hein, voilà. Mais en tout cas, un grand merci, hein, très chère Elisabeth, d'être venue avec nous ce soir parler C'est de ce moi. sujet. Merci de m'avoir invitée. Alors, juste petite, avant de vous laisser, hein, est-ce que vous avez des actualités, des choses comme ça à transmettre, peut-être des Oui. conférences? Alors, je vais citer 3 conférences. La prochaine, c'est samedi prochain à Toulouse. Je serai au salon du bien-être à Toulouse. Voilà, une conférence samedi matin à 11 heures. Et puis, je serai au salon de la biographie à Lille à la fin du mois. Enfin, c'est à côté de Lille, hein. C'est à Neuville-en-Ferrain exactement. Voilà, salon de la biographie. Donc, le dimanche, ce sera le dimanche 29, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, je serai à Dinard fin octobre pour faire une conférence sur mon prochain ouvrage parce que je suis en train d'écrire un autre livre sur le sentimental qui va s'appeler Mon cœur généalogique, donc sur l'influence donc de nos ascendants sur notre trajectoire sentimentale. Et voilà, je ferai une conférence sur ce thème-là. Ce sera à Dinard le premier week-end de novembre. Voilà. D'accord. Donc retenez bien ces dates, mes très chers enchanteurs, si jamais vous souhaitez effectivement rencontrer Elisabeth et pourquoi pas bien avoir oui, venir à votre cabinet par exemple pour avoir une consultation. Vous posez des questions sur votre voilà, analyse psychogénéalogique ou transgénéalogique et puis il ne faut pas hésiter. Elisabeth sera heureuse de vous recevoir. Très bonne Merci soirée. Oui. Merci beaucoup, Alina. Merci à tous. À très bientôt, mes très chers enchanteurs. On se retrouve donc demain matin pour le réveil des enchanteurs. Cette émission sera en rediffusion vendredi prochain entre 21h et 23h. Et d'ici quelques semaines, eh bien, elle sera en replay podcast sur notre chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'intégralité de l'émission de ce soir. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir, Elisabeth. Au revoir.